Vietnam, mais on voit justement des analogies par rapport à tout ça. Mais le barrage contre le Pacifique est un des grands livres, quoi. Des grands livres qui pourraient se passer en Afrique. Qui pourraient se passer en Afrique. D'une certaine manière. Avec moins de rudesse, parce que l'Afrique, c'était rude. C'était à Toulouse, j'ai agacé beaucoup une afro-américaine parce que j'ai dit que je connaissais la brousse, elle pensait que la brousse était une insulte. Non, la brousse c'est une réalité. En quoi ça serait une insulte? C'est une insulte parce que ça montrerait que tout n'était pas parfaitement cultivé, que c'était un état sauvage. Et que chaque fois qu'on parle d'un écrivain africain, on parle à un homme de la ville. Homme de la ville, pourquoi? Parce qu'il a eu accès à l'éducation, parce qu'il est allé dans des écoles, mais que des gens qui ont connu la brousse, des écrivains qui ont connu la brousse, je n'en connais pas. Mabonkou n'a pas connu la brousse. Ni Mohamed Bougassar. Ah non, c'est véritablement un homme de ville. Très éduqué. Très éduqué. Il y a une autre expression qui m'a beaucoup frappé dans ton livre, c'est l'effet d'Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'effet d'Afrique? Parce que l'Afrique, finalement, comme des territoires absolument immenses, c'est pas quelque chose que l'on apprend en naissant. On apprend en naissant son quartier ou le jardin de son grand-père, ou les fruits. L'Afrique, elle reste dans le fantasme. Et je pense toujours à l'Afrique fantôme. L'Afrique est un fantôme, en fait. Et on peut lui projeter, comme la jeune journaliste, on peut lui projeter ce que l'on veut. Elle y projette une idée très préconçue, et qui n'est d'ailleurs pas de cette génération. C'est quelque chose de... voilà, il faut n'en penser que du bien. Et elle a peur d'être contaminée par l'idée même de colonisation. La même se comportera extrêmement mal avec les gendarmes qui l'accompagnent, puisque c'est une utilité, et les traitera plus mal qu'un colonial aura traité son dol, et traitera infiniment plus mal que le fils de l'ancien colonial qui traite très très bien le chauffeur de la voiture. Dans ce que je te dis de ma lecture de ton livre, je ne rentre pas trop dans l'histoire elle-même, pour ne pas déflorer ce qui se passe. Mais il y a parfois des choses, le sens de Florey d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a bien fait sourire, mais tu ne vas pas te défiler, tu vas me dire exactement ce que tu entends par là. Parfois une femme, c'est un homme en pire. Mais encore. Oh ben, je crois que ça correspond exactement à une expérience que j'ai eue dans un hôpital. Je suis tombée sur un professeur de médecine. Et c'est à propos d'un cancer de thyroïde. Et je lui dis, mais moi, Paul Constant, écrivain. Je fais Christine Angoul. Il faut parler plus fort, hein. Il faut lui mettre de la colère. Non, c'est pas ça. Comme ça, modeste. Je me dis, mais au même âge que moi, ma grand-mère a été traitée avec de l'iode radioactif. Donc, elle a eu un problème de thyroïde. Et la bonne femme, qui était en face de moi, me regarde, elle me dit, vos histoires de grand-mère et de grand-père, vous pouvez vous les foutre aux fesses. Jamais un homme n'aurait dit ça. Jamais un homme n'aurait dit ça. Alors je me suis tue. J'étais ébahie. J'ai pris la porte et j'ai dit à l'oncologue principal, je lui ai dit, je ne veux plus jamais revoir madame. Et
je me suis dit, mais justement, comment est-ce qu'une femme ose parler comme ça à une autre femme? Aussi peu d'empathie, aussi peu. Est-ce qu'un malade, c'est quelqu'un qui doit absolument ne rien dire et ne pas avoir d'avis? C'était bon. Et alors, je me suis bien rangée. Donc j'ai écrit ça, et d'ailleurs, je lui ai envoyé le livre avec souligné au stabilo jaune. Parce que je suppose qu'elle ne peut pas lire l'histoire de grand-père et de grand-mère, mais elle lira une ligne au stabilo jaune. On n'entend pas. Oui, non, je l'enverrai souligner la phrase au stabilo jaune. Pas de dédicace, mais un stabilo. Si, dans la dédicace, tu mets, n'oubliez pas de regarder la page. Ah ben si. Oui, parce que non, mais je pourrais lui parler. Mais tout, il faut tout lui mettre. Et tu mets son prénom par-dessus. Enfin, tu vois, non, tant qu'à faire, autant appuyer. Alors, Pierre, on se trouve donc en 1932. Tu diras pourquoi cette date et pourquoi à ce moment. On se trouve dans un paquebot, dans le monde des paquebots de luxe, des grands voyages. À un moment donné, un des personnages, pas des héroïnes, parce que c'est plus des personnages que des héros, un personnage dira bientôt tout le monde pourra faire une croisière. Il faut que tu parles en face du micro, oui. Et comme tu parles doucement, tu te rapproches. Oui. Donc on est en 1932. Dans un paquebot de luxe, la clientèle est internationale et un des personnages, une femme, va dire, une des femmes qui va nager près de la piscine, va dire bientôt tout le monde pourra avoir accès à ces bateaux. Elle n'a pas tort, il faut penser aux croisières Costa, c'est quelque chose. Et donc on est dans ce luxe-là, et le héros principal est un collectionneur de livres anciens, mais à un moment, dans le bateau, à une escale, va monter un personnage qu'on connaît tous, qui est Albert Londres. Et on peut le dire aussi, puisque c'est dit dans la 4e de couverture, c'est au cours de cette croisière que Albert Londres va disparaître. Alors, c'est un livre, comme je les aime, c'est-à-dire avec plusieurs entrées, à la fois l'ambiance dans le paquebot, ce que se disent les personnages, ce qui se disent d'odieux, qu'est-ce que sont les conversations à travers un emploi du temps absolument strict, qu'est-ce qui les obsède, qu'est-ce qu'ils voient des pays quand ils vont dans les escales si courtes. J'ai beaucoup aimé aussi la citation que tu fais d'un auteur qui dit que quand on fait une croisière, il faut prendre l'aller et pas le retour. C'est Paul Morand. Oui, c'est Paul Morand. Oui, pas le retour. Et il y a tout ce corpus, et tout cela est animé par, dans ce bateau de rêve, et qui est très moderne et qui est très 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 bien conçu. Et tout ça, il y a une petite angoisse qui revient de temps en temps, c'est que quand même la lumière des cabines ne marche pas très bien, ça clignote, ça fume, on se trouve du papier dans dans les prises, et il y a une sorte de mystère. Moi, je ne connais pas bien les romans policiers. À la fois, ça peut être à la Hercule Poirot, ça peut être à la Conan Doyle, ça peut être... voilà, et donc on s'embarque à la fois dans un roman sociologique,
dans un roman politique, dans un roman policier. Les personnages ont existé et n'ont pas existé. On est aussi dans un roman d'amour et on est qui est très frappant, on est dans un dialogue perpétuel, parce qu'à un dialogue succède un autre dialogue qui se prolonge par un autre dialogue, avec ce qui est assez vertigineux, des références sans cesse, là à Paul Morand, parce que tous ces personnages, finalement, je veux dire, ont une très très grande culture, mais même qui dépasse la culture du livre, une culture, oui, sur les expositions, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il faut connaître, etc., etc. Alors, la première question que j'ai à poser, quand est-ce que te vient l'idée de l'écrire? Est-ce que ça a un rapport avec Albert Non. Non, Albert Long n'intervient qu'à la fin du livre. Donc c'est un des personnages. Non, mais quand est-ce que tu découvres? Non, première chose, tu as employé le mot idée. Pour moi, un roman, c'est pas une idée. C'est ni une idée, ni un sujet, ni un thème. Un roman, c'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de roman. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, pour ce livre, comme pour tous les autres que j'ai pu écrire, je me suis rendu compte que finalement, le processus est à chaque fois le même. C'est la rencontre qui produit une étincelle ou pas entre quelque chose de très, très ancien que j'ai en moi et quelque chose de récent. Ça a été le cas pour tous les livres. Donc là, ce qui est ancien, alors en revanche, là, tu as raison, ce qui est ancien, c'est d'une part le goût des huis clos, d'autre part l'envie de faire une croisière, j'en ai jamais faite, donc c'est un peu comme Simon quand il disait si j'avais pas créé le commissaire Maigret, j'aurais tué quelqu'un. Là j'ai fait ma croisière, sans avoir mis les pieds sur un bateau. Ça c'est une très ancienne envie, mais je tourne autour de cette comédie, parce que pour moi c'est du théâtre, qui se produit sur un paquebot. Ça c'est très ancien. Ce qui est récent, c'est, alors tu vas dire ça n'a rien à voir, mais ça a à voir, parce que tu as lu le livre, tu le sais, c'est le souci de l'Europe. C'est le souci de l'Europe, de ce qu'elle devient à une époque agitée, tendue. J'ouvre un petit... Moi, la sensation que j'ai eue, qui était assez angoissante, c'est que les personnages du paquebot, ils parlent exactement comme nous sommes en train de parler en ce moment. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui parlent exactement comme ceux du paquebot il y a 70 ans. Ça revient au même, c'est-à-dire que... Et tu l'écris sans savoir maintenant, parce que le livre, il est fini. Oui, je l'ai pas écrit il y a 15 jours, mais effectivement, il y a une sorte d'actualité. Il y a une résonance. Il y a une résonance dans l'actualité, pourquoi? Parce que, bon, voulant donc travailler sur une croisière, j'aurais pu prendre un paquebot aujourd'hui, mais ça ne m'intéressait pas. Le paquebot d'aujourd'hui, c'est des immeubles de 10 étages avec 3000 habitants, ça n'a aucun intérêt. Je voulais prendre un paquebot de la grande époque. L'âge d'or des paquebots, c'est l'entre-deux-guerres, les années 30. Et là, il y avait, bon, j'ai beaucoup lu là-dessus, beaucoup travaillé dans les archives là-dessus, il y avait des grandes compagnies, pas seulement françaises, mais anglaises, américaines, qui étaient très rivales et qui rivalisaient de luxe, de raffinement. Il fallait que chaque fois un nouveau paquebot soit l'ambassadeur du grand goût national. Donc là, c'était Georges Philippard, sur lequel j'ai été mon dévolu, paquebot des messageries maritimes, qui était à Marseille, et qui était magnifique. C'est la croisière inaugurale. Donc il y a beaucoup d'invités, des invités de marque, des gens connus, etc. Et puis il y a des gens qui payent leur place. Donc moi ce que je raconte, c'est vu des premières classes. Parce que les grandes traversées, elles sont toujours racontées par des gens qui sont en première, puisque les autres, la plupart du temps, ils subissent et ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a le second et le troisième, c'est-à-dire, là en l'espèce, donc dans les années 30, des gens, quand ils reviennent de l'Asie pour revenir à Marseille, ils ramènent les fonctionnaires coloniaux qui viennent prendre leurs vacances d'été en France, en métropole,
des instituteurs, des médecins, le directeur de l'Institut Pasteur d'Hanoï qui a fini au bout de 10 ans et qui ramène toutes ses recherches pour prendre sa retraite en France. Tous ces gens-là reviennent. Donc, et puis aussi des soldats en troisième classe, des soldats permissionnaires très souvent. Donc ça fait beaucoup de monde, il y a environ 1000 personnes là, sur ce paquebot, et qui est flambant neuf. C'est la ligne donc Marseille-Yokohama et retour, donc ça passe par le canal de Suez, Djibouti, Aden, et puis la traversée de l'océan Indien qui prend 8 jours à l'époque, et puis évidemment de l'Indochine. Ils n'iront pas finalement jusqu'à Yokohama où ils doivent relâcher, tout simplement parce qu'ils tombent en pleine guerre sino-japonaise. Et donc il y a des obus qui passent au-dessus de leur tête, donc ils se disent c'est peut-être pas opportun de s'arrêter par ici. Et donc ils vont faire une dernière escale à Shanghai, et après repousser chemin et rentrer en France. Bon, il se passe évidemment beaucoup de choses, mais ce qui m'a intéressé, c'était pas vraiment le projet, hein, mais ça s'est greffé naturellement. On est au printemps 1932, il y a les élections législatives en Allemagne. La deuxième partie d'Allemagne, c'est le NSDAP, le Parti national-socialiste, ce qui est quand même quelque chose une nouvelle importante, c'est quoi qu'on puisse dire. Et donc on est à quelques mois de la prise du pouvoir par Hitler. Et évidemment à bord, ce qui m'intéressait, étant donné que que les gens qui sont à bord, je parle des passagers des premières, c'est très cosmopolite dans l'acception la plus noble du terme, parce que par la suite, cosmopolite, c'est devenu une insulte. Mais à l'époque, cosmopolitisme, ben justement, il est porté par des gens comme Paul Morand et d'autres. Donc des gens polyglottes qui voyagent beaucoup, qui passent leur vie dans les paquebots d'ailleurs. Il y a même des gens qui passent vraiment leur vie dans les paquebots. Ils vont d'un paquebot à l'autre et d'une croisière à l'autre. Et là, ce qui m'a intéressé, c'était bon, que font des gens sur des traversées aussi longues, parce que c'est quand même 2 mois de traversée. D'abord, ils font du sport, il y a une très belle piscine, il y a des tennis, il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis ils jouent aux cartes, ils lisent beaucoup, et puis ils marchent toute la journée. Quoi. Je veux dire, sur un paquebot, il vaut mieux ne pas se fâcher avec quelqu'un, parce qu'on est pratiquement forcé de le retrouver toute la journée, soit à table, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Il y a des couples qui se font, il y a des couples qui se défont. Donc, s'il y a une crise conjugale, ben, c'est mal parti, parce que les cabines, même de luxe, ne sont pas si grandes, et qu'on est forcé de se supporter. Donc, disons que les gens se disent, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Et il y a, à part le sport, à part la lecture, qui est très important, il y a le salon de conversation. Et là va se nouer, dans ce salon de conversation, un cercle d'hommes qui, de toutes origines, et qui ont différentes professions, et qui vont se réunir tous les jours après déjeuner pour parler d'un sujet donné, pour voilà, la conversation. Sauf que la conversation, elle va être très politique. Tout de suite, parce qu'il y a parmi eux 2 Allemands, 2 industriels de la Ruhr, et évidemment, de quoi parle-t-on, une fois qu'on a éliminé les sujets divers et variés, de l'Allemagne. C'est une époque où dans le matin, on reçoit les journaux, par télégraphe et tout, tout au cours des nouvelles, l'assassinat du président de la République, tout ça, ça vient jusqu'à bord. Dans les nouvelles, ben, le matin publie tous les jours un grand reportage passionnant de Joseph Kessel, à Dresde et à Munich. Il va dans les meetings des nazis, il va dans les brasseries où ils se réunissent, il écoute et il raconte. Il va dans les bas-fonds, il va partout. Et là, effectivement, comme tu disais, Paul, il y a la résonance de ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, on n'employait pas l'expression lanceur d'alerte. En fait, ce qu'on croit être nouveau aujourd'hui, en baptisant ça lanceur d'alerte, ça existe depuis l'Antiquité, puisque Cassandre, c'est quoi Cassandre? Lanceur d'alerte, évidemment. Et ça n'a pas cessé, il y en a toujours eu à toutes les époques, sur tous les sujets. Et là, ça m'a permis de rendre hommage, à travers les gens qu'on cite, à deux hommes, 2 intellectuels dont on parle rarement, et qui ont été parmi les tout premiers lanceurs d'alerte sur le nazisme dès le début des années 30. Donc ils n'ont pas attendu la prise du pouvoir par Hitler,
puisque déjà dès 1930, la loi dans la rue, à Munich, à Berlin, elle est faite par les SA, les sections d'assaut du parti nazi. Et donc, les deux auxquels je rends hommage, c'est d'abord un Allemand qui est Klaus Mann, qui est l'un des enfants de Thomas Mann, qui, dès le début, alors qu'il est jeune, il a 25-26 ans, il démarre et tout, c'est pas le plus connu mais c'est le plus agité. Et partout où il va, en Allemagne, c'est pour dire, attention, méfiez-vous, regardez ce que ce type va faire, c'est un danger public, il faut l'arrêter, etc., etc. Et on lui dit, mais non, etc. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a été voir Stefan Zweig, en lui disant, vous êtes notre maître, vous êtes la voix de beaucoup de jeunes Allemands et Autrichiens, est-ce que vous pouvez vous engager pour... Et Zweig lui dit, non, écoutez, moi, c'est pas mon style, et puis, bon, ça va, c'est des sportifs un peu éméchés, mais ça, faut pas exagérer non plus, ça ne va pas aller plus loin. Et il va tenir cette ligne pendant très longtemps. Alors que Klaus Mann, lui, va tout risquer, et son père, Thomas Mann, va être en exil très rapidement, parce qu'il essaie de dénoncer. Et l'autre, c'est un Français, dont on ne parle pas suffisamment, qui a une œuvre importante, que je trouve un petit peu oubliée aujourd'hui, c'est André Suarez. Et André Suarez, qui était Marseillais, André Suarez, c'est un homme qui a écrit énormément. Bon, il avait un tempérament, un caractère assez ombrageux, donc il se faisait beaucoup d'ennemis. Et y compris dans le cercle de la NRF auquel il appartenait. C'était un homme à part. Mais parce qu'il ne cessait d'aller en imprécation. Et il est un des tout premiers en France qui, avant 1933, n'a cessé de dire « Attention, il y a quelque chose qui est en train de naître en Allemagne, vous vous méfiez pas assez, c'est la barbarie qui est à nos portes. » Et on ne l'écoutait pas, évidemment. Ça, c'est bien avant les accords de Munich. C'est là, en 1932, on est 6 ans avant les accords de Munich. Donc, ça m'intéressait de montrer cette résonance. Pourquoi? J'ai été rattrapé par l'actualité, hein, ça c'est pas... Mais parce que ce qu'on découvre aujourd'hui sur Poutine, il y a des gens qui me disent, depuis un certain temps, le discours qu'il a fait il y a quelques jours, qui est un discours qu'il faut absolument lire. Quand je dis ça, je le dis